Hélène *** Hélène par Alfred Tennyson. Poème traduit de l'anglais par Francisque Michel, professeur à la faculté des lettres de Bordeaux, avec 9 gravures sur acier d'après les dessins de Gustave Doré. Paris, Librairie Hachette et Compagnie, boulevard Saint-Germain, numéro 77 867. Et la morte, conduite par lui, s'avança avec la marée, le lit dans sa main droite, la lettre dans sa main gauche. Liste des illustrations à Napoléon III, empereur des Français. Ce livre, œuvre du génie combiné de l'Angleterre et de la France, est produit d'une amitié entre les deux peuples qui doit surtout sa force à une auguste impulsion, et dédié par son très humble et très obéissant serviteur J. Bertrand Payne. Hélène dans sa chambre, à l'étage le plus élevé d'une tour, Hélène la belle, Hélène l'aimable, Hélène, la blanche fille d'Astola, gardait l'écu sacré de Lancelot. Elle l'avait dès abord placé à l'endroit où les premiers rayons du matin pouvaient le frapper et la réveiller par leur éclat. Plus tard, craignant la rouille ou quelque souillure, elle lui fit un fourreau de soie et y broda toutes les armoiries blasonnées sur l'écu, avec les couleurs qui leur étaient propres. Elle ajouta de son idée une bordure de fantaisie composée de rinceaux et de fleurs, et des oiselets à la gorge jaune dans leur nid. Non contente de cela, chaque jour quittant sa maison et son tendre père, elle montait à la tour de l'Est, et, après y être entrée, verrouillait sa porte, ôtait la housse de l'écu, et, une fois dépouillée, elle essayait d'y lire. Tantôt elle devinait dans les armes un sens caché, tantôt elle se contait à elle-même quelque jolie histoire au sujet de tous les coups que l'écu avait reçus, de toutes les égratignures que la lame y avait faites, avec force conjecture sur le temps et l'endroit où elles avaient eu lieu. Cette coupure est fraîche, celle-là a 10 ans, ce coup doit avoir été donné à Carlyle, celui-là à Carléon, celui-ci à Camelot. Ah! Bon Dieu, quelle entaille! En voici une autre, comment n'a-t-il pas été tu? Dieu brisa sa forte lance, lit rouler à terre son ennemi, et sauva le Pélodim. Elle vivait ainsi en proie à la rêverie. Comment la blanche Hélène était-elle en possession de ce bel écu de Lancelot, elle qui ne savait même pas le nom du chevalier? Il le lui avait laissé en allant jouter pour le grand diamant dans les tournois qu'Arthur avait organisés sous ce nom, parce qu'un diamant en était le prix. Car Arthur, alors que personne ne savait d'où il venait, longtemps avant que le peuple ne le choisît pour roi, errant dans les solitudes du Léonnais, avait trouvé sur son chemin un vallon, des blocs de roches grises et une mare noire. Cette mare présentait un aspect lugubre, qui s'étendait, comme ses émanations, sur tout le flanc de la montagne, car en cet endroit 2 frères, dont l'un était roi, s'étaient rencontrés et battus ensemble, mais leur nom n'avait pas laissé de traces. Ils s'étaient tués l'un l'autre d'un seul coup, étaient tombés tous deux et avaient ainsi frappé la vallée de malédiction. Ils y restèrent jusqu'à ce que leurs os eussent blanchi et fussent couverts de mousse, de la même couleur que les rochers. Celui qui autrefois était roi, avait une couronne de diamants, un devant et 4 de côté. Arthur vint, montant péniblement le long du défilé par un clair de lune entouré de brouillard, il avait, sans y prendre garde, foulé aux pieds ce squelette couronné, et le crâne s'était détaché de la nuque. La couronne, en tombant, roula sur un point éclairé, et, tournant sur elle-même, glissa comme un ruisseau brillant dans la mare. Arthur plongea du haut de l'escarpement qui croulait, saisit la couronne, la plaça sur sa tête et entendit murmurer dans son cœur, « Toi aussi, tu seras roi. » Ensuite, lorsqu'il fut arrivé au rang suprême, il fit détacher les pierres de la couronne, les montra à ses chevaliers, en leur disant, « Ces joyaux, qu'avec la permission de Dieu, j'ai trouvés par hasard, appartiennent au royaume et non au roi, ils doivent servir au public, il y aura donc à l'avenir, chaque année, un tournoi pour chacun d'eux, nous apprendrons ainsi, par une expérience de 9 ans, qui de nous est le plus brave, et vous-même vous grandirez dans la pratique des armes et de la chevalerie, jusqu'à ce que nous cassions les païens, qui, dit-on, se rendront ensuite maîtres du pays, ce qu'à Dieu ne plaise.
Il parla ainsi, et pendant 8 années, 8 joutes eurent lieu, et toujours Lancelot remporta le prix, avec l'intention, quand les 5 diamants seraient gagnés, d'en faire dos à la reine, mais, voulant se concilier tout d'un coup la faveur de Genièvre par un présent d'une valeur égale à la moitié de son royaume, il n'avait jamais ouvert la bouche sur ses projets. Arrivé au diamant du centre, le dernier et le plus gros, Arthur, qui tenait alors constamment sa cour sur la rivière, près de l'emplacement qui est à présent le plus vaste du monde, fit publier une joute à Camelot, et le temps approchant, il parla à Genièvre qui avait été malade. « Reine, êtes-vous tellement souffrante que vous ne puissiez assister à ces belles joutes ?»« Oui vraiment, sire, dit-elle, vous le savez bien point alors vous perdrez, répondit-il, les hauts faits d'armes de Lancelot et ses prouesses dans la lice, chose que vous aimez à regarder point. » La reine leva les yeux et les arrêta avec langueur sur Lancelot, assis à côté du roi. Le chevalier crut lire dans la pensée de Genièvre, « Restez avec moi, je suis malade, mon amour vaut mieux que plusieurs diamants point. » Il céda, et son cœur, empressé à satisfaire au moindre désir de la reine, bien qu'il souhaitât ardemment de compléter le compte des diamants pour le présent qu'il avait en vue, le poussa à trahir la vérité et à dire, « Sire, mon ancienne blessure est à peine fermée et me ferait perdre les étriers point. » Le roi lui jeta un regard qui se reporta ensuite sur la reine, et il s'en alla. Il n'était pas sitôt parti, que Genièvre reprit, « Que je vous blâme, messire Lancelot, que je vous blâme bien fort. Pourquoi n'allez-vous pas à ces belles joutes? Les chevaliers sont, au moins la moitié d'entre eux, nos ennemis, et la foule murmurera contre ceux qui sans vergogne se donnent du passe-temps à présent que le roi est parti point. » Lancelot, fâché d'avoir fait un mensonge inutile, « Êtes-vous devenu si sage ?» répondit-il. « Vous ne l'étiez pas autant, reine, l'été où vous commençâtes à m'aimer. » La couronne, en tombant, roula sur un point éclairé, et, tournant sur elle-même, glissa comme un ruisseau brillant dans la mare. Vous ne teniez point alors plus de compte de la foule que de la myriade de grillons répandus dans la prairie, quand leur chant sort de chaque brin d'herbe, chacune de ces voix n'est rien. Quant aux chevaliers, je puis sûrement les réduire sans peine au silence, mais maintenant ma loyale adoration est tombée dans le domaine public. Mimbarde, sans songer à mal, a réuni nos deux noms ensemble dans ses laits, Lancelot, la fleur de la vaillance, Genièvre, la perle de la beauté, et nos chevaliers, à la fête, nous ont plégiés en nous unissant ainsi en présence du roi, qui écoutait en souriant. Eh bien, est-ce là tout? Arthur a-t-il dit quelque chose? Ou vous-même, maintenant fatigué de mon service et de ma cour, auriez-vous résolu d'être plus fidèle à votre époux sans reproche? Genièvre laissa échapper un petit rire ironique. Arthur, mon époux, Arthur le roi sans reproche, cette perfection passionnée, mon bon époux, mais qui peut contempler le soleil dans le ciel, ne m'a jamais adressé un mot de reproche, il n'a jamais eu le moindre soupçon de mon infidélité, ne prend aucun souci de moi. C'est seulement aujourd'hui qu'un éclair de vague soupçon s'est montré dans ses yeux, quelque brouillon n'aura passé par là, autrement il est tout à sa manie de table ronde et pousse les gens, pour les rendre pareils à lui, à faire des vues impossibles. Mais, mon ami, pour moi, qui n'a pas de défaut en est rempli, celui qui m'aime doit tenir à la terre. L'abaissement du soleil produit la couleur. Je suis à vous, non pas à Arthur, comme vous savez, si ce n'est par le lien du mariage. Écoutez donc mes paroles, allez aux joutes. Le cousin à la trompette aiguë peut dissiper notre songe à son moment le plus doux, et ici les voix des insectes peuvent bourdonner si fort. Nous les méprisons, mais ils piquent point. Lancelot, le prince des chevaliers, répondit ainsi,
quelle figure ferais-je, ô reine, en paraissant à Camelot après le prétexte que j'ai donné, devant un roi qui fait honneur à sa parole comme si c'était celle de son Dieu? En vérité, dit la reine, un enfant vertueux, inhabile à gouverner, ne m'aurait pas autrement perdu, mais écoutez-moi, si je dois vous trouver du sens. Nous entendons dire que les hommes tombent avant d'être touchés par votre lance, rien qu'à savoir que vous êtes Lancelot, votre grand nom suffit pour vous rendre victorieux, cachez-le donc, présentez-vous sans être connu, gagnez la palme. Par ce baiser que je vous donne vous serez vainqueur, et notre digne roi admettra alors votre excuse, ô mon chevalier, comme ayant la gloire pour but, car, si je le qualifie ainsi, vous savez parfaitement bien que, quelque doux qu'il puisse sembler, personne plus que lui ne court après la gloire. Il l'aime dans ses chevaliers plus que dans lui-même, il y voit son ouvrage. Gagnez le prix et revenez point. Sur-le-champ, messire Lancelot, en colère contre lui-même, monta à cheval. Ne voulant pas être reconnu, il quitta le chemin battu, prit un vert sentier qui ne montrait que rarement des traces de pas, et là, parmi les collines solitaires, souvent plongé dans la rêverie, il se perdit, jusqu'à ce qu'il suivit une ornière faiblement ombragée, qui, comme une chaîne, allait parmi les vallées aboutir au château d'Astola. Là, il vit à l'ouest une lumière qui en annonçait au loin les tours sur une hauteur. Il se dirigea de ce côté et sonna du corps à l'entrée. Alors vint un vieillard muet, le visage couvert de rides, qui le conduisit dans une chambre et le désarma. Lancelot, étonné de voir cet homme silencieux, sortit et trouva le sire d'Astola avec ses deux vigoureux fils, messire Thor et messire Lavenne, qui venaient à sa rencontre dans la cour du château, suivis d'une blanche créature, Hélène, la fille de la maison. Leur mère n'était plus. Il s'éleva parmi eux une légère plaisanterie mêlée d'un rire bientôt réprimé à l'approche du grand chevalier. À ce moment le sire d'Astola lui adressa la parole, « D'où viens-tu, mon hôte, et de quel nom t'appelle-t-on ? Car, par ton port et ta présence, je pourrais deviner en toi le chef de ceux qui, après le roi, prennent place à la table d'Arthur. Je l'ai vu, lui, quant aux autres chevaliers de sa table ronde, quelque fameux qu'ils soient, ils me sont inconnus point. » Jusqu'à ce qu'il suivit une ornière faiblement ombragée, qui, comme une chaîne, allait parmi les vallées aboutir au château d'Astola. Là, il vit à l'ouest une lumière qui en annonçait au loin les tours sur une hauteur. Le prince des chevaliers, Lancelot, répondit, « Je suis connu, et fais partie de la table d'Arthur, mon écu, que j'ai apporté par pur hasard, l'est aussi, mais depuis que je vais jouter comme un inconnu à Camelot pour le diamant, ne m'interrogez pas. Vous saurez plus tard qui je suis, et vous connaîtrez mon écu. Prêtez-moi un tout uni, je vous prie, si vous en avez un, ou au moins avec d'autres armoiries que les miennes point. » Le sire d'Astola prit alors la parole, « Voici l'écu de Thor, mon fils. Il a été blessé dans la première joute, et ainsi. Dieu le sait, son écu est assez uni. Vous l'aurez point. » Messire Terre ajouta avec simplicité, « Oui, vraiment, je ne puis m'en servir, vous pouvez le prendre point. » À ces mots, le père se mit à rire et dit, « Fi, monsieur le butor. Est-ce là répondre à un noble chevalier, pardonnez-lui, mais Lavenne, mon plus jeune fils, est si plein de vigueur, qu'il montera à cheval, joutera pour le diamant, le gagnera dans une heure et le placera dans les cheveux d'or de cette damoiselle, pour la rendre 3 lois aussi volontaire qu'auparavant. Non, mon père, non, mon bon père, ne me faites pas honte pour rien, devant ce noble chevalier, dit le jeune Lavenne. Il est bien sûr que je n'ai fait que plaisanter au sujet de Thor, il semblait si chagrin et vexé de ne pouvoir partir. Une plaisanterie, rien de plus, car, chevalier, la jeune fille rêvait que quelqu'un mettait ce diamant dans sa main et qu'il était trop glissant pour y rester, qu'il avait coulé ou était tombé dans quelque étang ou cours d'eau,
probablement dans le puits du château, et alors je dis, mais tout cela était une plaisanterie et un jeu entre nous, que si j'allais combattre et gagner le prix, pour le coup elle devrait en prendre plus de soin. Tout cela était une plaisanterie, mais que mon père me donne permission, s'il lui plaît, de me rendre à Camelot avec ce noble chevalier, je puis ne pas être vainqueur, mais j'emploierai tous mes efforts pour le devenir, tout jeune que je suis, je voudrais cependant me distinguer. Vous me ferez honneur, répondit Lancelot en souriant, en m'accompagnant à travers les collines désolées où je me suis perdu. C'est alors que je serai heureux de vous avoir pour guide et pour ami, si vous pouvez, vous gagnerez ce diamant, que l'on dit être de belle eau et de belle grosseur, et vous en ferez présent à cette jeune fille, si vous voulez point un diamant de belle eau et de belle grosseur, ajouta le brusque Sir Thor, est fait pour des reines et non pour de simples damoiselles. Alors Hélène, qui, entendant agiter ainsi son nom, tenait ses yeux baissés, rougit légèrement de se voir un peu amoindrie en présence du chevalier étranger, celui-ci, en la regardant avec courtoisie, mais sans fausseté, repartit, si ce qui est beau n'était que pour la beauté, et s'il ne fallait tenir compte que des reines, mon jugement serait donc téméraire, moi qui considère cette damoiselle comme digne de porter le plus beau joyau du monde, sans attenter au lien qui l'unit à ses pareils points. Il parla et se tut. La jeune Hélène au teint de lis, gagnée par la voix mélodieuse qu'elle entendait avant d'avoir regardé, leva les yeux et lut sur les traits de Lancelot. Le grand et coupable amour qu'il portait à la reine, combattu par celui qu'il portait à son souverain, avait flétri sa figure et l'avait marquée avant le temps. Un autre, péchant dans des régions aussi élevées avec une femme, la fleur de tout l'Occident et du monde entier, n'en aurait eu que plus d'éclat, mais en lui son humeur était souvent connue un esprit malfaisant, qui se levait et le poussait dans des déserts et des solitudes, en proie à l'agonie, lui dont l'âme était encore vivante. Changé comme il l'était, il semblait néanmoins l'homme le plus digne qui eût jamais pris place à table avec des dames, et le plus noble aux yeux d'Hélène, quand elle les levait sur lui. Tout flétri qu'il fût et bien qu'il eût plus de 2 fois l'âge de la jeune fille, qu'il fût balafré d'un ancien coup d'épée, meurtri et bronzé par le soleil, elle leva les yeux et l'aima d'un amour qui devait lui être fatal. Alors le grand chevalier, le favori de la cour, l'amant de la plus aimable des femmes, entra dans cette salle rustique d'une façon toute gracieuse, non avec un demi-dédain dissimulé, comme dans un temps moins chevaleresque, mais en homme généreux parmi ses pairs. Ceux-ci le régalèrent de ce qu'il avait de mieux en mets et en vin, en y joignant la causerie et la musique des ménestrels. Ils s'informèrent beaucoup de la cour et de la table ronde, et toujours Lancelot leur répondait nettement et sans hésiter, mais, lorsque la conversation tomba sur Genièvre, il se mit soudain à parler du muet. Il apprit du baron que 10 ans auparavant, les païens s'étant emparés de lui, lui avaient coupé la langue, instruit de leurs cruels desseins contre ma maison, dit le sire d'Astola, ce serviteur m'en fit part, ils le prirent et le mutilèrent. Cependant moi, mes fils et ma petite-fille, nous échappâmes à la captivité et à la mort, et nous nous réfugiâmes dans les bois, par la grande rivière, dans la hutte d'un batelier. Tristes étaient ces jours, jusqu'à ce que notre brave Arthur défie encore une fois les païens sur la colline de Badon. Il parla et se tut. La jeune Hélène au teint de lis, gagnée par la voix mélodieuse qu'elle entendait avant d'avoir regardé, leva les yeux et lut sur les traits de Lancelot. Oh! Là, sans doute, noble seigneur, dit la veine, entraînée par la douce et soudaine passion de la jeunesse pour la grandeur dans un aîné, vous avez combattu. Oh! Racontez-nous-le, car nous vivons dans la retraite, et vous connaissez les glorieuses guerres d'Arthur. Alors Lancelot parla et répondit en détail connu ayant pris part, avec Arthur, au combat qui pendant toute une journée avait retenti à l'embouchure écumante du Viol Glem, et aux 4 sanglantes batailles livrées sur le rivage de Douglas, celle qui eut lieu sur Bassa, puis la guerre qui tonna, sans s'y arrêter,
sur les sombres pentes de Célidon, et encore près du château Gurgnon, où le glorieux roi portait sur son haubert la tête de Notre-Dame, taillée dans une seule émeraude entourée d'un soleil de rayons d'argent, qui jetait de l'éclat quand il respirait. À Carléon, il avait secouru sous maître, lorsque les bruyants hennissements du cheval blanc sauvage faisaient trembler tous les péropites dorés, et aussi dans Agnier des Quatre-Égonions, et, plus bas, sur les rives sablonneuses de Trattre-Roi, où succomba plus d'un païen. Et sur le mont Badon, je vis moi-même le roi chargé, à la tête de toute sa table ronde et de toutes les légions invoquant le nom du Christ et le sien, et rompre les bataillons ennemis. Je l'ai vu ensuite debout sur un monceau de mort, rouge de l'éperon à la plume, comme le soleil levant, du sang des païens. À ma vue, il s'écria d'une voix retentissante, « Ils sont défaits, point. » Car le roi, quelque doux qu'il soit chez lui, est peu curieux de triompher dans nos guerres simulées des joutes. Si l'un de ses chevaliers le désarçonne, il dit en riant qu'ils valent mieux que lui. Néanmoins dans cette guerre contre les païens, le feu sacré l'anime, je n'ai jamais vu son pareil, il n'y a pas de plus grand capitaine. Point. Pendant qu'il prononçait ces mots, la blanche jeune fille disait tout bas à son propre cœur, à l'exception de vous, noble seigneur. Point. Et quand il eut passé des récits de guerre à la plaisanterie, car il était gai, quoique d'une gaieté imposante, elle remarqua encore que lorsque le sourire disparaissait de ses lèvres, il était remplacé par un nuage de sombre mélancolie, et quand la blanche jeune fille, en voltigeant çà et là, s'était efforcée de le dissiper, soudain se manifestait, chez Lancelot, une tendresse de manières et de langage, qui donnait à penser à Hélène que tout cela était naturel et peut-être lui était destiné. Toute la nuit elle eut son image devant les yeux, de même que lorsqu'un peintre regardant de près une figure, par une inspiration divine, trouve l'homme derrière, et le représente si bien, que la figure, la forme et la couleur, l'esprit et la vie, vivent pour ses enfants dans ce qu'il a de meilleur et de plus complet. Ainsi la figure du chevalier vivait devant elle, resplendissante dans l'obscurité, parlant dans le silence, pleine de nobles choses, et cette figure la tint éveillée, jusqu'à ce qu'elle se leva de bonne heure à moitié trompée par la pensée qu'elle avait besoin de dire adieu à son cher Lavène. D'abord, comme en proie à la crainte, elle descendit pas à pas, en hésitant, le long escalier de la tour. Bientôt elle entendit le chevalier Lancelot crier dans la cour, « Cet écu, mon ami, où est-il » et Lavène s'avança comme elle sortait de la tour. Là, Lancelot se tourna vers son superbe destrier, et, avec un doux murmure, flatta son cou lustré. À moitié jalouse de cette caresse, Hélène se rapprocha et attendit. Il regarda, et plus étonné que si cet homme se fût attaqué à lui, il vit la jeune fille debout dans la clarté du matin. Le chevalier n'avait pas songé qu'elle fût si belle, il se sentit alors saisi d'une sorte de crainte religieuse, car silencieuse, bien qu'il l'eût saluée, elle était dans le ravissement devant sa figure, comme si c'eût été celle d'un dieu. Tout à coup la jeune fille se sentit prise d'un viol désir de lui voir porter ses couleurs à la joute. Elle surmonta sa répugnance à faire une pareille demande. « Beau sire, dont je ne sais pas le nom, il est noble, j'en suis sûre, et des plus nobles, voulez-vous porter mes couleurs à ce tournoi ?»« Non, en vérité, dit-il, belle dame, car cela ne m'est jamais arrivé. Telle est ma coutume, ceux qui me connaissent le savent bien. Point en vérité, répondit-elle. Alors en portant mes couleurs, vous avez moins de chances d'être reconnu, noble seigneur. Point. Il repassa dans son esprit le mot d'Hélène, le trouva juste et répondit, c'est vrai, mon enfant. Eh bien, je porterai votre enseigne, donnez-la-moi, quelle est-elle ? Elle lui dit que c'était une manche rouge brodée de perles, et la lui remit. Il l'attacha en souriant à son aume et dit, « Je n'en ai encore jamais fait autant pour aucune jeune fille vivante. » Point. Le sang monta à la figure d'Hélène et la rougit de plaisir, mais elle redevint plus pâle quand Lavène reparut en rapportant l'écu, encore sans armoirie, de son frère.
Il le donna à Lancelot, qui remit le sien à la belle Hélène, en lui disant, « Faites-moi la grâce, mon enfant, de garder mon écu jusqu'à mon retour. Point de grâce en un jour, répondit-elle. Je suis votre écuyer. Point. » À ce moment la Veine dit en riant, « Damoiselle au teint de lis, dans la crainte que le monde ici ne vous appelle pour tout de bon le lit du château, laissez-moi vous rapporter vos couleurs, une fois, deux fois, trois fois. À présent allez reposer. Point. » La Veine lui donna un baiser, et messire Lancelot lui en envoya un de la main. Ils se retirèrent ainsi. Elle resta immobile pendant une minute, alla ensuite d'un pas soudain vers la porte, et là, ses brillants cheveux épars autour de sa figure sérieuse, encore rouge du baiser de son frère, elle s'arrêta à l'entrée, se tenant en silence à côté de l'écu pendant qu'elle considérait leurs armes qui étincelaient dans le lointain, jusqu'à ce qu'ils disparussent derrière la colline. Alors elle monta dans sa tour, prit l'écu, le conserva, et vécut ainsi dans la rêverie. Pendant ce temps-là les nouveaux compagnons laissaient derrière eux le long sommet de la côte aride. Messire Lancelot savait que là, non loin de Camelot, vivait un chevalier, ermite depuis 40 ans, qui avait prié, travaillé et prié, et à force de travail s'était creusé dans le blanc rocher une chapelle et une salle, des cellules et des chambres, sur des colonnes massives, comme une grotte marine. Toutes ces pièces étaient belles et saines, la verte lumière réfléchie d'en bas par la verdure montait le long des blanches voûtes, et dans les prairies, des trembles frémissants et des peupliers rendaient un murmure comme celui de la pluie qui tombe. Arrivés en cet endroit, ils y passèrent la nuit. Il regarda, et plus étonné que si cet homme se fût attaqué à lui, il vit la jeune fille debout dans la clarté du matin. Mais lorsque le jour vint d'en bas et répandit un éclat rouge et des ombres à travers la grotte, ils se levèrent, entendirent la messe, rompirent le jeûne et partirent. Alors Lancelot dit, « Écoutez, mais tenez mon nom secret, vous chevauchez avec Lancelot du Lac. » Point. Cette révélation frappa la Veine d'étonnement. Le sentiment du respect, plus cher aux jeunes cœurs sincères que leur propre gloire, ne lui permit que de bégayer, « Est-ce possible ?» Il murmura ensuite, le grand Lancelot, finit par reprendre haleine et répondit, « J'ai donc vu un chevalier, cet autre, notre seigneur souverain, le redouté Pendragon, le roi des rois de Bretagne, dont le peuple raconte des merveilles, sera la FUSC. Je frappé de cécité à l'instant même, je pourrais dire que j'ai vu. Point. » La Veine parla ainsi, et lorsqu'ils arrivèrent à la lice près de Camelot, dans la prairie, ils laissèrent leurs regards courir à travers la galerie garnie de monde qui s'étendait en demi-cercle comme un arc-en-ciel tombé sur le gazon, jusqu'à ce qu'ils trouvassent le roi à la figure sereine. Il était assis vêtu d'une robe de samit rouge, reconnaissable au dragon d'or qui surmontait sa couronne et brillait en broderie sur son vêtement, des sculptures qui se trouvaient derrière lui serpentaient. 2 dragons dorés descendant pour former des bras à son fauteuil, pendant que tous les autres, à travers des festons et des arabesques innombrables, s'enfonçaient dans le fouillis du bois sculpté, jusqu'à ce qu'ils trouvassent le nouveau dessin dans lequel ils se perdaient, cependant avec la plus grande aisance, tant le travail était délicat. Dans le riche dais placé au-dessus de sa tête, brillait le dernier diamant du roi sans nom. Lancelot répondit alors au jeune La Veine et dit, « Moi, vous m'appelez grand. C'est parce que je suis plus solide en selle, que j'ai une lance plus franche, mais il y a plus d'un jeune homme maintenant en voie de croissance, qui arrivera à ce que je suis et qui me surpassera. Il n'y a en moi aucune grandeur, à moins que ce ne soit quelque reflet éloigné de grandeur que de bien savoir que je ne suis pas grand. Voilà l'homme. Point. » La Veine le regarda avec étonnement comme un être surnaturel, et à ce moment les trompettes sonnèrent. De côté et d'autre, les assaillants et ceux qui tenaient la lice, mettent la lance en arrêt, donnent de l'éperon, s'ébranlent soudain,
se rencontrent dans la mêlée et là se heurtent si furieusement qu'un homme dans le lointain aurait bien pu apercevoir si quelqu'un ce jour-là fut laissé sur le terrain, sentir la dure terre trembler, et entendre un sourd cliquetis d'armes. Lancelot s'arrêta un moment jusqu'à ce qu'il vit quel était le plus faible, alors il s'élança dans la carrière contre le plus fort. Inutile de parler de la gloire du Paladin, roi, duc, comte, baron, il terrassa tous ceux contre lesquels il dirigea ses coups. Mais dans la lice se trouvaient les parents et alliés de Lancelot, qui tenaient la joute rangée avec la table ronde, homme fort et qui voyait avec chagrin qu'un chevalier étranger reproduisit et surpassa presque les actions du Paladin. L'un dit à l'autre, « Holà! Qui est-ce ? Avoir non pas seulement la force, mais la grâce et la dextérité de l'homme, ne croirait-on pas que c'est Lancelot? Quand donc avez-vous vu Lancelot porter dans un tournoi les couleurs d'une dame? Ce n'est point là son habitude, nous le savons, nous qui le connaissons bien. Point comment donc, et quel est-il? » Une rage s'empara d'eux, une ardente passion de famille pour le nom de Lancelot et pour une gloire qui faisait partie de la leur. Ils baissèrent leurs lances, piquèrent leurs destriers, et ainsi, leur panache rejeté en arrière par le vent que soulevait leur course, tous ensemble ils fondirent sur lui. Comme une vague impétueuse de la vaste mer du Nord, brillant d'un éclat glauque vers le sommet, fond sur une barque avec toutes ses crêtes orageuses qui fument contre le ciel et l'engloutit avec celui qui la gouverne, ainsi ils culbutèrent messire Lancelot et son destrier. Une lance portant en bas rendit le cheval boiteux, une autre entama le haubert du cavalier, l'extrémité pénétra dans son côté, s'y brisa et y resta. Messire Lavenne se conduisit noblement et en preux, il renversa un chevalier de vieux renom et amena son cheval à Lancelot là où il gisait à terre. Celui-ci, baigné de la sueur de l'agonie, se leva sur le côté, et pensa à combattre pendant qu'il le pouvait encore, ayant été vigoureusement secouru par ceux de son parti, bien que la chose semblât presque un miracle à ses adversaires, il repoussa jusqu'à la barrière ses parents et alliés et tous les chevaliers de la table ronde qui tenaient la lice. Les héros alors sonnèrent de la trompette pour proclamer que celui qui portait la manche écarlate brodée de perles était vainqueur, et tous les chevaliers de son parti s'écrièrent, « Avancez et prenez le prix, le diamant », mais il répondit, « À moi un diamant. » Pas de diamant. Pour l'amour de Dieu un peu d'air. À moi un prix. Pas de prix, car mon prix est la mort. Je veux quitter ces lieux, et vous recommande de ne pas me suivre. Point. Il dit et disparut aussitôt du champ de joutes, avec le jeune Lavenne, dans un bosquet de peupliers. Là il glissa à bas de son destrier et s'assit, disant avec effort à son compagnon, « Retire-moi le tronçon de lance. A. Mon cher seigneur messire Lancelot, dit Lavenne, je crains, si je l'arrache, que vous ne mouriez point. Mais j'en meurs déjà, dit Lancelot, tire, tire. Point. Lavenne tira, le blessé poussa un grand cri et un profond gémissement, il perdit la moitié de son sang, s'affaissa et s'évanouit complètement. En ce moment vint l'ermite, qui l'emporta et pansa la blessure. Le chevalier fut pendant plus d'une semaine entre la vie et la mort, couché et abrité contre le bruit du monde par le bosquet de peupliers, avec leurs murmures de pluie qui tombent, et par les trembles sans cesse frémissants. Le jour où Lancelot abandonna la lice, les gens de son parti, chevaliers de l'extrême nord et de l'ouest, seigneurs de marches vagues, rois d'îles désolées, vinrent autour de leur grand pendragon en lui disant, « Sire, notre chevalier, par le secours duquel nous avons gagné la journée, est parti cruellement blessé et a laissé son prix sans le retirer, disant que son prix était la mort. À Dieu ne plaise, dit le roi, qu'un aussi bon chevalier que celui que nous avons vu aujourd'hui, il me semblait voir un autre Lancelot. En vérité, plus de 20 fois j'ai pensé que c'était lui, soit laissé sans secours. Gauvin, mon neveu, levez-vous, montez à cheval et trouvez le chevalier.
blessé et fatigué comme il l'est, il ne saurait être loin. Je vous enjoins de monter tout de suite à cheval. Chevaliers et rois, il n'y a aucun de vous qui avance que nous nous sommes trop hâtés à décerner le prix. Sa prouesse était trop étonnante. Nous lui ferons un honneur peu ordinaire, puisque ce chevalier n'est pas venu à nous réclamer le prix, nous le lui enverrons. Prenez donc ce diamant, remettez-le lui, et revenez avec des nouvelles de son état et de sa santé. Ne vous arrêtez dans votre quête que lorsque vous l'aurez trouvé. Point. En parlant ainsi, il prit dans la fleur sculptée le diamant qui lui formait comme un cœur sans cesse en mouvement, et il le donna. Alors se leva à la droite d'Arthur, avec une face souriante et un cœur chagrin, un prince au milieu de sa force et dans la fleur de son printemps, Gauvin, surnommé le courtois, le beau et le fort, bon chevalier après Lancelot, Tristan, Gerin et Lamorac, mais avec cela il était frère de Messire Maadrod, d'une famille rusée, rarement fidèle à sa parole, et il enrageait de dépit que l'ordre donné par Arthur de se mettre en quête de celui qu'il ne connaissait pas, le força à quitter le banquet et rassembler des rois et des chevaliers. Ainsi furieux, il monta à cheval et partit. Cependant Arthur se rendait au banquet, plongé dans la rêverie, pensant que c'était Lancelot qui était venu en dépit de la blessure dont il avait parlé, tout cela pour acquérir de la gloire, qu'il avait reçu blessure sur blessure et qu'il était parti pour mourir. Telle était la crainte du roi. Après avoir séjourné là 2 jours, Arthur revint. Quand il revit la reine, il lui dit en l'embrassant, « Chère amie, êtes-vous encore souffrante ?»« Non vraiment, sire, dit-elle. Point. Et où est Lancelot ?» Ce fut alors à la reine à s'étonner, « N'était-il donc point avec vous ? N'a-t-il pas remporté votre prix ? Non vraiment, mais c'était quelqu'un qui lui ressemblait. Point. Et bien. Le chevalier qui lui ressemblait, c'était lui-même. Point. » Quand le roi lui demanda comment elle le savait, la reine répondit, « Sire, vous ne nous aviez pas plutôt quittés, que Lancelot me fit part du bruit qui courait que dans les combats ses adversaires tombaient devant lui rien qu'au contact de sa lance et en apprenant qui il était. Son nom si grand suffisait pour lui faire gagner la victoire, c'est pourquoi il voulait le cacher à tout le monde, même au roi, et, dans ce but, il avait prétexté l'empêchement d'une blessure, afin de pouvoir jouer entièrement inconnu et apprendre si son ancienne prouesse n'avait en rien dégénéré. Il avait ajouté, « Notre digne Arthur, lorsqu'il saura les choses, admettra parfaitement mon prétexte, mis en avant pour gagner une gloire plus pure. » Point. Le roi répondit alors, « Il eût été bien plus aimable de la part de notre Lancelot, au lieu de se jouer ainsi inutilement de la vérité, de se fier à moi comme il s'est lié à vous. » Sûrement son roi et son ami le plus intime lui auraient gardé le secret. En vérité, bien que je connaisse mes chevaliers comme sujets à des fantaisies, je n'aurais pu que rire d'une susceptibilité aussi exagérée de notre grand Lancelot. Maintenant il n'y a plus matière à plaisanter. Ses propres alliés, mauvaise nouvelle que celle-ci, reine, pour tous ceux qui l'aiment, ses alliés se sont jetés sur lui sans le connaître, de sorte qu'il est sorti de la lice grièvement blessé. J'ai cependant aussi quelque chose d'heureux à vous annoncer, car j'ai l'espoir que Lancelot n'a plus le cœur inoccupé. Contre son habitude, il portait sur son aume une manche écarlate brodée de grosses perles, sans doute le dos de quelque gentille damoiselle. « Oui vraiment, messire, dit-elle. J'ai le même espoir que vous. Point. » En disant cela, Genièvre étouffait. Elle se retourna vivement pour cacher sa figure, et alla dans sa chambre. Là elle se jeta sur la couche du grand roi, s'y roula, crispa ses doigts jusqu'à se déchirer la paume de la main, et lança le mot de traître aux murailles qui ne l'entendaient pas. Puis elle fondit en larmes insensées, se releva et parcourut le palais orgueilleuse et pâle.
Cependant Gauvin chevauchait à travers le pays d'alentour avec son diamant. Fatigué de sa recherche, il visita toutes les localités excepté le bosquet de peupliers, et vint enfin, quoique tard, au château d'Astola. Hélène regarda à peine le chevalier étincelant dans ses armes niellées, mais elle lui cria : « Quelle nouvelle de Camelot, monseigneur ? Que nous direz-vous du chevalier à la manche rouge ? Il a remporté le prix. Je le savais, dit-elle. Mais il a quitté la joute blessée au côté. » À ces mots, Hélène fut saisie, elle sentit la lance acérée pénétrer dans son propre côté, le frappa de sa main et fut près de s'évanouir. Gauvin la regardait avec étonnement, lorsque survint le sire d'Astola. Le prince lui fit connaître qui il était et l'objet de sa mission. Il lui apprit qu'il portait le prix du tournoi sans pouvoir trouver le vainqueur, qu'il avait en vain battu tous les environs et qu'il était fatigué de sa recherche. Le sire d'Astola lui dit : « Noble prince, restez avec nous et cessez d'errer à l'aventure. Le chevalier s'est arrêté ici et y a laissé un écu. Il enverra ou viendra le chercher ? Ce n'est pas tout, notre fils est avec lui, nous aurons bientôt de ses nouvelles, nous ne pouvons manquer d'en avoir point. » À cela le courtois prince consentit avec sa politesse habituelle, politesse à laquelle se mêlait une pointe de trahison. Il s'arrêta et jeta les yeux sur la belle Hélène. Où trouver une plus belle figure ? Des pieds à la tête elle était accomplie, de la tête aux pieds faite d'une manière exquise. Bon, pensa-t-il, si je reste, cette fleur sauvage sera pour moi. Souvent il se rencontrait sous tes ifs du jardin, et là il l'entreprenait. Saillie spirituelle, éclair brillant au-dessus de la portée d'Hélène, grâce de la cour, chanson, soupir, sourire étudié, éloquence dorée et adulation amoureuse, il mit tout en œuvre jusqu'à ce que la jeune fille se révolta contre ses menées, en lui disant : « Prince, loyal neveu de notre noble roi, pourquoi ne demandez-vous pas à voir l'écu qui m'a été laissé ? Vous pourriez ainsi apprendre le nom de son maître. Pourquoi tenez-vous si peu de compte de votre roi et de la mission qu'il vous a confiée ? Pourquoi vous montrez aussi peu sûr que notre faucon, qui perdit hier le héron sur lequel nous l'avions lancé et qui est parti à tous les vents ? Oui, en vérité, par ma tête, dit-il, je perds tout cela comme nous perdons l'alouette dans le ciel, ô damoiselle, dans la lumière de vos yeux bleus, mais, puisque vous le voulez, faites-moi voir l'écu. » L'écu fut apporté, et quand Gauvin vit les lions d'azur couronnés d'or rempunts de messire Lancelot, il frappa sa cuisse et éclata en moquerie : « Le roi avait raison, c'est notre Lancelot. Cet homme loyal. C'est bien lui, j'avais bien aussi raison, répondit-elle gaiement, quand je rêvais que mon chevalier était le plus grand de tous. Et si je rêvais, dit Gauvin, que vous aimez ce plus grand des chevaliers, je vous demande pardon. Voyons, vous le savez, dites, perdrais-je vainement mon temps ? La réponse d'Hélène fut très simple : que sais-je ? Mes frères ont formé jusqu'ici toute ma société, et quand souvent ils parlaient d'amour, je désirais que ce fût ma mère, car ils parlaient, à ce qu'il me semblait, de ce qu'ils ne connaissaient pas. Ainsi moi-même j'ignore si je sais ce qu'est le véritable amour, mais je sais bien que si je ne l'aime pas, lui, il m'est avis qu'il n'en est pas d'autre que je puisse aimer. Oui, en vérité, par la mort de Dieu, dit-il, vous l'aimez bien, mais vous ne le voudriez pas si vous saviez ce que savent les autres et qui il aime. Ainsi soit-il, s'écria Hélène. Elle leva sa belle figure et s'en alla, mais il la suivit en disant : Arrêtez. Faites-moi la grâce d'une minute. Il a porté votre manche, violerait-il la foi promise à une autre que je ne puis nommer ? Notre homme loyal, en fin de cause, doit-il tourner comme une feuille ? Peut-il en être ainsi ? Dans ce cas, loin de moi l'idée de traverser notre puissant Lancelot dans ses amours. Et, damoiselle, comme je pense que vous savez parfaitement bien où votre grand chevalier est caché, souffrez que je mette fin à ma recherche et que je laisse ici le diamant.
oui, ici, car si vous aimez, il vous sera doux de le donner, et si il aime, il lui sera doux de le recevoir de votre propre main. Après tout, qu'il aime ou non, un diamant est un diamant. Adieu 1000 fois adieu. Cependant s'il aime et si son amour dure, nous pouvons tous deux nous retrouver ensuite à la cour, là, je pense, vous apprendrez les belles manières, et nous ferons plus ample connaissance. Il remit alors le diamant à Hélène et baisa légèrement la main qui le recevait, tout à fait fatigué de sa recherche, il sauta sur son cheval, et fredonnant, à son départ, une ballade d'amour vrai, il s'en alla gaiement. Il passa de là à la cour et dit au roi ce qu'Arthur savait déjà, que le chevalier était messire Lancelot. Il ajouta, Sire, mon souverain seigneur, voilà ce que j'ai appris, mais je n'ai pas réussi à trouver le Paladin, bien que j'ai battu tout le pays d'alentour. Heureusement j'ai découvert la jeune fille dont il portait la manche, elle l'aime, et, pensant que la courtoisie est chez nous la suprême loi, je lui ai remis le diamant. Elle le lui rendra, car, sur ma tête, elle connaît sa retraite. Le roi à la figure sereine fronça le sourcil et répliqua, trop courtois en vérité. Vous n'irez plus en quête pour moi car je vois bien que vous oubliez que l'obéissance est la courtoisie due au souverain. Il dit et partit. Furieux, mais dans la consternation, le prince resta stupéfait pendant 20 pulsations de son pouls, sans ouvrir la bouche, suivant le roi du regard. Il secoua ensuite sa chevelure, prit la course et alla jaser au dehors au sujet de la demoiselle d'Astola et de son amour. Toutes les oreilles se dressèrent à la fois, toutes les langues furent déliées, la demoiselle d'Astola aime messire Lancelot aime la demoiselle d'Astola. Quelques-uns lurent sur la figure du roi, d'autres sur celle de la reine, et tous étaient curieux de savoir qui pouvait être cette jeune fille, mais la plupart préjugeaient qu'elle devait être peu digne du chevalier. Une vieille dame se présenta soudain à la reine avec ces mauvaises nouvelles. Genièvre, déjà instruite de la chose, mais témoignant du chagrin que Lancelot fût descendu si bas, détourna le cou de son ami avec une pâle tranquillité. Ainsi la nouvelle se répandait à la cour, merveille du moment pareil au feu quand il éclate dans du chaume sec, à ce point que les chevaliers, au banquet, oublièrent de boire à Lancelot et à la reine, unissant Lancelot à la demoiselle Anne Tindely, ils échangèrent un sourire pendant que Genièvre, les lèvres placides, mais pincées, se sentait suffoquée et, sans qu'on la vît, écrasait du pied son dépit contre le parquet, sous la table, où les mets lui devinrent comme de l'absinthe, et elle haïssait tous ceux qui leur faisaient raison. Loin de là, la jeune fille d'Astola, son innocente rivale, celle qui gardait toujours dans son cœur le sire Lancelot qu'elle n'avait vu qu'une fois, se glissa vers son père pendant qu'il rêvait tout seul, caressa sa barbe grise et dit, « Père, vous m'appelez volontaire, et la faute en est à vous qui me laissez faire mes volontés. Maintenant, mon bon père, voulez-vous que je perde la raison ?» « Non, dit-il, sûrement non point. Laissez-moi donc partir, répondit-elle, et trouvez notre cher Lavenne. Vous ne perdrez pas la raison pour le cher Lavenne, restez, dit-il, nous ne pouvons manquer d'avoir de ses nouvelles et de celles de son compagnon. Oui, dit-elle, et de son compagnon, car il faut que je le trouve en quelque lieu qu'il soit, et que je lui remette son diamant en main propre, afin de ne point encourir le reproche de négligence dans cette quête, comme ce prince orgueilleux qui s'en est déchargé sur moi. Mon bon père, je le vois, dans mes rêves, décharné comme s'il était son propre squelette, pâle comme un mort, faute de secours de la part d'une noble fille. Plus une demoiselle est issue de haut, plus elle est tenue, mon père, d'être douce et serviable aux nobles chevaliers, vous le savez bien, lorsqu'ils ont porté ces couleurs, laissez-moi donc partir, je vous en prie. Alors son père, hochant la tête, dit, oui, oui, le diamant.
Sachez-le bien, mon enfant, j'apprendrai avec plaisir que ce chevalier, le plus grand que nous ayons, est sain et sauf, et le diamant il faut le lui remettre. Sûrement je pense que ce fruit est pendu trop haut pour faire ouvrir la bouche à tout autre qu'à une reine. Oui, mais je ne veux rien dire. Partez donc, volontaire comme vous l'êtes, il vous faut partir point. Ayant obtenu ce qu'elle voulait, elle se glissa hors de la salle, et pendant qu'elle se préparait pour son voyage, la dernière parole de son père bourdonnait dans ses oreilles, volontaire comme vous l'êtes, il vous faut partir point. Cette parole se changea et fit écho dans son cœur, volontaire connu vous l'êtes, il vous faut mourir point. Mais elle était si heureuse, qu'elle repoussa cette pensée comme nous repoussons l'abeille qui bourdonne autour de nous. Elle répondit dans son cœur et dit, qu'importe si je le ramène à la vie. Alors elle s'éloigna avec le bon sire Thor pour guide, se dirigea vers Camelot, à travers le long sommet de la côte aride, et devant la porte de la ville elle vit son frère l'air riant, qui faisait à plaisir cabrer et caracoler un cheval rouant autour d'un champ de fleurs. À peine l'eut-elle vu qu'elle s'écria, la veine, quelle nouvelle de messire Lancelot. Il fut étonné, Thor et Hélène. Pourquoi ici? Messire Lancelot. Comment savez-vous que le nom de mon seigneur est Lancelot? Mais quand la jeune fille eut raconté toute son histoire, Messire Thor tourna bridé, se trouvant mal disposé, il partit, passa sous la porte aux statues étranges, où les guerres d'Arthur sont rendues d'une façon mystique, et entra dans la sombre et riche cité pour voir ses alliés et parents éloignés qui demeuraient à Camelot. De son côté, la veine conduisit sa sœur aux grottes à travers le bosquet de peupliers. Là, tout d'abord, elle vit le heaume de Lancelot sur le mur, sa manche écarlate, quoique déchiquetée et en lambeaux, la moitié des perles parties, y était encore attachée. Elle rit dans son cœur en voyant que le chevalier ne l'avait point enlevée de son heaume, comme s'il eût voulu la porter dans un nouveau tournoi. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la cellule où il dormait, ses bras endurcis par les combats et ses puissantes mains gisaient nues sur une peau de loup, et, sous l'empire d'un songe, elles se mouvaient comme si elles eussent terrassé un ennemi. Hélène le voyant ainsi couché, les cheveux en désordre, la barbe longue, décharnée comme s'il eût été son propre squelette, jeta un petit cri de douleur et de pitié. Un son pareil, peu habituel dans un endroit si tranquille, éveilla le chevalier malade, et, pendant qu'il roulait des yeux encore blancs de sommeil, elle s'élança vers lui en disant, « Voici votre prix, le diamant que vous envoie le roi point. » Ses yeux étincelaient, elle se demanda si c'était pour elle. Quand la jeune fille lui eut raconté toute l'histoire, l'envoi du diamant, la mission qui lui était dévolue, quoiqu'indigne, elle s'agenouilla bien bas au coin du lit et plaça le diamant dans la main du chevalier. Sa figure touchait presque celle du malade, et de même que nous baisons l'enfant qui a rempli sa tâche, il donna un baiser à Hélène. À ce moment elle glissa comme de l'eau sur le plancher, « Hélas, dit-il, votre course vous a fatigué. Prenez quelque repos. Point pour moi. Point de repos, dit-elle, car près de vous, mon bon seigneur, je ne sens plus de fatigue. Point. » Que voulait-elle dire par là? Les grands yeux noirs du chevalier, encore agrandis par sa maigreur, restèrent fixés sur elle jusqu'à ce que le triste secret de son cœur se reflétât sur sa figure. Lancelot parut perplexe, et son esprit l'était en effet. Son état de faiblesse ne lui permit pas de parler davantage. Mais il n'aimait pas la rougeur d'Hélène, il ne tenait compte que de l'amour d'une seule femme. Il se tourna donc de l'autre côté en soupirant, et feignit de dormir, jusqu'à ce que le sommeil le gagnât. Hélène se leva alors, prit sa course à travers les champs, passa sous les portes ornées d'étranges sculptures, et se rendit dans la sombre et riche cité auprès de sa famille. Elle y resta la nuit, mais elle se réveilla avec l'aube, gagna la campagne, et de là se rendit à la grotte.
Ainsi jour par jour elle passait et repassait comme un fantôme dans l'un et l'autre crépuscule. Chaque jour elle gardait le chevalier et veilla mainte nuit auprès de lui, et Lancelot, tout en appelant sa blessure une simple égratignure dont il serait bientôt guéri, parfois agité comme par une fièvre chaude, pouvait sembler discourtois, lui, le modèle de la courtoisie, mais la tendre Hélène le supportait toujours avec douceur, plus douce pour lui qu'un enfant à l'égard d'une rude nourrice, plus patiente qu'une mère pour un enfant malade. Jamais femme encore, depuis la chute de nos premiers parents, ne fut plus attentive pour un homme, mais son amour profond la soutenait. À la fin, l'ermite, habile dans la connaissance de tous les simples et maîtres de la science de l'époque, lui dit que ses soins délicats avaient sauvé la vie au malade. Celui-ci, oubliant la rougeur candide d'Hélène, l'appelait son amie et sa sûre, la douce Hélène. Il prêtait l'oreille à son arrivée, regrettait qu'elle partît et ressentait pour elle une véritable tendresse. De fait, il l'aimait de tout l'amour possible, excepté de celui de l'homme et de la femme lorsqu'ils sont épris l'un de l'autre, et pour elle il eût souffert la mort à la façon d'un chevalier. Peut-être s'il eût vu Hélène tout d'abord, elle eût fait de ce monde et de l'autre un tout autre monde pour le malade, mais maintenant il était enserré dans les chaînes d'un vieil attachement, son honneur enraciné dans le déshonneur résista, et une foi infidèle le conserva fidèle à sa perfidie. Cependant le brave chevalier, dans le cours de sa maladie, fit plus d'un saint vu, prit plus d'une pure résolution. Toutes ces bonnes pensées, engendrées par la souffrance, ne pouvaient vivre, car lorsque le sang circule en lui avec plus de vigueur, bien des fois la douce image d'une figure, apportant un calme perfide dans son cœur, dissipa sa résolution comme un nuage. Mort si la jeune fille parlait, pendant que ce gracieux fantôme resplendissait dans son imagination, il ne répondait pas ou répondait d'un ton bref et froid. Hélène se leva alors, prit sa course à travers les champs. Ainsi, jour par jour, elle passait et repassait comme un fantôme dans l'un et l'autre crépuscule. Elle se rendait très bien compte de la rudesse causée par la maladie, mais elle ne comprenait pas ce que signifiait cette manière d'agir. Le chagrin assombrit son regard et la poussa avant le temps à travers les champs, où, seule, elle murmurait, en vain, c'est en vain, cela ne peut être. Il ne m'aimera pas. Eh bien, faut-il donc mourir? Alors, de même qu'un innocent petit oiseau abandonné, qui n'a qu'une simple gamme de quelques notes, répète cette simple gamme tant et plus pendant toute une matinée d'avril jusqu'à ce que l'oreille se fatigue à l'entendre, ainsi la naïve jeune fille passa la moitié de la nuit à répéter, faut-il donc mourir? Tantôt elle se tournait sur la droite, tantôt sur la gauche, et ne trouvait d'aise ni au mouvement ni au repos. Lancelot ou la mort, murmurait-elle, la mort ou lui point. Et de nouveau elle répétait comme un refrain, Lancelot ou la mort point. Quand la blessure du chevalier, que l'on croyait mortelle, fut guérie, tous les trois ils revinrent à Astola. Là, chaque matin, parant sa charmante personne de ce qu'elle pensait lui aller le mieux, elle venait devant messire Lancelot, car, se disait-elle en elle-même, si je suis aimée, ce sont là mes robes de fête, sinon, ce sont les fleurs de la victime avant qu'elle tombe point. Lancelot pressait toujours la jeune fille de lui demander quelque dos pour elle-même ou pour les siens, et ne craignez pas, ajoutait-il, de faire connaître le souhait qui tient le plus à votre cœur loyal. Nous m'avez rendu un tel service que votre volonté sera la mienne. Je suis prince et maître dans mon pays, et je puis ce que je veux point. Alors, comme un fantôme, elle leva la tête, mais comme un fantôme, sans pouvoir parler. Lancelot vit qu'elle retenait son souhait, et il resta encore quelque temps avec eux, jusqu'il ce qu'il eut une réponse. Un matin il trouva par hasard Hélène sous les ifs du jardin et lui dit, ne tardez pas davantage à me faire connaître votre désir. Songez qu'il me faut partir aujourd'hui point. Alors elle s'écria, partir, et nous ne vous verrons plus.
Il me faudra mourir faute d'avoir le courage de dire un mot point parler. Si je vis et j'entends, dit-il, c'est à vous que je le dois point. Mort, elle reprit tout d'un coup et avec passion, je suis folle, je vous aime, laissez-moi mourir point là. Ma sœur, répondit Lancelot, qu'est-ce que cela? Hélène, étendant innocemment ses bras de neige, votre amour, dit-elle, votre amour, pour être votre femme point. Lancelot répondit, si j'avais voulu me marier, je me serais marié plus tôt, ma chère Hélène, mais maintenant je n'aurai jamais de femme point. Non, non, s'écria-t-elle, je ne tiens pas à être votre épouse, mais à être encore avec vous, à voir votre figure et à vous suivre à travers le monde. Lancelot répondit, non, le monde tout yeux et tout oreille, avec un cœur stupide pour interpréter les uns et les autres, et une langue pour lancer ses propres interprétations, non, je reconnaîtrais bien mal l'amitié de votre frère et l'hospitalité de votre bon père. Point. Elle dit, ne pas être avec vous, ne plus voir vos traits. Hélas, malheur à moi. Mes beaux jours sont passés. Non, vraiment, noble damoiselle, répondit-il, 1000 fois non. Ce que vous éprouvez n'est pas de l'amour, mais le premier éclair d'amour dans un jeune cœur, chose très commune. Oui vraiment, je le sais par moi-même, et vous serez la première à rire de vous ensuite quand vous donnerez la fleur de votre vie à quelqu'un qui sera plus à votre convenance et qui n'aura pas 3 fois votre âge, alors, car vous êtes sincère et douce au-delà de l'opinion que j'avais autrefois des femmes, plus particulièrement s'il arrive que votre bon chevalier soit pauvre, je le doterai d'un vaste domaine et d'un territoire jusqu'à égaler la moitié de mon royaume au-delà des mers, si cela peut vous rendre heureuse. Il y a plus, comme si vous étiez de mon sang, jusqu'à la mort je serai votre champion dans toutes vos querelles. Voilà ce que je ferai, chère damoiselle, pour l'amour de vous, et ne puis faire davantage point. Pendant qu'il parlait, elle ne rougit ni ne remua, mais, pâle comme la mort, elle resta debout, serrant ce qu'elle avait sous la main, puis elle répliqua, de tout cela je ne veux rien point. À ces mots, elle tomba, et ou remporta évanouie à sa tour. Alors son père, qui avait saisi leur entretien à travers le rideau noir des ifs, parla ainsi, oui un éclair, je le crains, qui donnera à ma fleur le coup de la mort. Vous êtes trop courtois, beau sire Lancelot. Je vous en prie, rudoyez-la un peu pour émousser ou étouffer sa passion. Point. Lancelot dit, cela serait contraire à ma nature, le possible, je le ferai point. Il resta tout le jour au château, et vers le soir il envoya chercher son écu. La jeune fille se leva doucement, et le remit après avoir enlevé le fourreau. Puis, ayant entendu le cheval piaffer sur les pierres, elle ouvrit vivement la fenêtre et jeta un regard sur le aume du chevalier, la manche n'y était plus. Lancelot entendit le léger cliquetis produit par la jeune fille, et celle-ci, guidée par le tact de l'amour, savait bien que Lancelot n'ignorait pas qu'elle le regardait, néanmoins il ne leva pas les yeux, ne salua pas de la main, ne dit point adieu, mais partit tristement. En cela seulement il se montra discourtois. Ainsi Hélène demeura seule clan sa tour. Son écu même était parti, il ne lui restait que le fourreau, son pauvre ouvrage, son travail vide, mais elle entendait encore le chevalier, toujours son image se formait et s'élevait entre elle et les portraits de la muraille. Son père vint à elle, qui essaya doucement de la consoler, elle le remercia tranquillement. Ses frères vinrent ensuite, qui lui dirent, la paix soit avec toi, chère sœur. Elle leur répondit avec le même calme. Mais lorsqu'ils l'eurent laissée à elle-même, la mort, comme une voix amie arrivant d'un champ éloigné à travers les ténèbres, se fit entendre, les plaintes du hibou l'absorbèrent, et elle mêla ses chimères aux lueurs incertaines du soir et aux gémissements du vent. Dans ce temps-là elle fit une petite chanson, qu'elle appela « L'amour et la mort ». Elle la chanta, suaves c'étaient ses chansons, et mélodieux son chant.
Doux est l'amour sincère quoique donné en vain, et douce est la mort qui met fin à la douleur, je ne sais lequel est le plus doux, non, je ne le sais pas, amour, es-tu doux? Alors la mort doit être amère, amour, es-tu amer? La mort m'est douce. Ô amour, si la mort est plus douce, laisse-moi mourir. Doux amour qui ne semble pas fait pour se faner, douce mort qui semble faire de nous une cendre sans amour, je ne sais quel est le plus doux, non, je ne le sais pas, je suivrais volontiers l'amour, si cela pouvait être, je dois suivre la mort qui m'appelle, appelle et je viens, je viens. Laissez-moi mourir. Point. Sa voix monta avec le dernier vers, et cela au moment où l'aube était en feu et où soufflait un vent violent qui ébranla la tour d'Hélène. Ses frères l'entendirent et se dirent en eux-mêmes en frémissant, écoutez l'esprit de la maison qui crie toujours pour annoncer quelque mort. Point. Ils appelèrent leur père, et tous les trois, tremblants de crainte, coururent à elle. À ce moment la rouge lumière du matin éclaira sa figure, pendant qu'elle répétait d'une voix perçante, « Laissez-moi mourir. » Point. De même que quand nous nous arrêtons sur un mot qui nous est familier, en le répétant jusqu'à ce que ce mot à nous bien connu nous semble étrange, nous ne savons pourquoi, ainsi le père arrêta ses regards sur la figure de sa fille et se demanda, « Est-ce Hélène ?» jusqu'à ce que la jeune fille retombât sur son lit. Elle tendit alors à chacun des siens une main languissante et resta couchée, les saluant silencieusement du regard. À la fin, elle dit, « Cher frère, hier au soir je me croyais encore une petite fille curieuse, heureuse comme lorsque nous demeurions dans les bois et que vous aviez l'habitude de me faire remonter avec la marée la grande rivière dans la barque du batelier. Seulement, vous ne vouliez pas aller plus loin que le cap où est le peuplier. C'est là que vous aviez fixé votre limite, souvent revenant avec le reflux. Je pleurais néanmoins, parce que vous ne vouliez point aller plus loin et dépasser le flot qui brillait, jusqu'à ce que nous eussions trouvé le palais du roi. Vous ne le vouliez pas cependant, mais cette nuit, je rêvais que j'étais toute seule sur l'eau et je dis alors, maintenant ma volonté se fera. Point. À ce moment, je m'éveillai, mais mon souhait persista. Laissez-moi donc partir pour que je puisse enfin dépasser le peuplier et la marée bien loin, jusqu'à ce que je trouve le palais du roi. Je veux y entrer parmi eux tous, et personne n'osera se moquer de moi, mais là le beau Gauvin s'étonnera de me voir, et là le grand sire Lancelot rêvera à moi, Gauvin qui m'a fait 1000 adieux, Lancelot qui s'en est allé froidement sans me rien dire. Là le roi me fera honneur, à moi et à mon amour, la reine elle-même aura pitié de moi, toute la noble cour m'accueillera avec joie, et après mon long voyage je goûterai le repos. Paix, dit son père. Ô mon enfant, vous semblez avoir perdu la tête, car quelle force avez-vous pour aller si loin, malade connu vous êtes. Pourquoi voudriez-vous jeter de nouveau les yeux sur cet orgueilleux personnage qui nous méprise tout? Alors le rude Thor se leva, se mit à marcher et éclata en sanglots. Je ne l'ai jamais aimé, dit-il, si je me trouve avec lui, je me soucie peu qu'il soit si grand, je le frapperai et l'abattrai à mes pieds. Pour peu que la fortune me favorise, je lui donnerai la mort. Par cette affliction, il a ruiné notre maison. Point. À ces paroles, sa noble sœur répliqua, « Ne vous chagrinez pas, mon cher frère, puisque ce n'est pas plus la faute de messire Lancelot de ne point m'aimer, que ce n'est la mienne d'aimer celui de tous les hommes qui me semble le plus grand. » Le plus grand, répondit le père comme un écho, le plus grand. Il voulait éteindre la passion de sa fille. Non, ma fille, je ne sais ce que vous appelez le plus grand, mais ce que je sais avec tout le monde, c'est que sans vergogne il aime la reine, et que sans vergogne elle le paie de retour. Si cela est grand, qu'appelle-t-on donc petit? Alors parla la damoiselle d'Astola au teint de lis, « Cher père, je suis trop faible et trop malade pour me mettre en colère. Ces bruits sont des calomnies. Jamais encore une âme noble n'a échappé à d'ignobles attaques.
Il n'a pas d'amis celui qui ne s'est jamais fait d'ennemis, mais maintenant c'est ma gloire d'avoir aimé un homme sans pareil, sans tache. Laissez-moi donc passer, mon père, quel que je puisse vous sembler, je meurs sans être tout à fait malheureuse, ayant aimé le meilleur et le plus grand des ouvrages de Dieu, bien que mon amour n'ait point été payé de retour. Cependant, quand je vous vois désirer que votre enfant vive, je vous remercie, mais vous travaillez contre votre propre désir, car si je pouvais croire les choses que vous dites, je n'en mourrais que plus tôt. Cessez donc, mon bon père, dites que l'on appelle ici l'homme de Dieu, qu'il me confesse et que je meure point. L'homme de Dieu étant venu et reparti, Hélène, la figure calme comme après le pardon des péchés, supplia la veine d'écrire, mot pour mot, une lettre qu'elle lui dicterait. Et lorsqu'il demanda, est-ce pour Lancelot? Est-ce pour mon cher Seigneur? Je la porterai alors avec joie, elle répliqua, pour Lancelot, la reine et le monde entier, mais il faut que je la porte moi-même. Point. Il écrivit alors la lettre sous sa dictée. Après qu'elle fut écrite et pliée, ô cher père, tendre et sincère, dit-elle, ne me refusez pas pour la première fois une fantaisie, quelque étrange qu'elle soit, c'est la dernière. Placez la lettre dans ma main un peu avant que je meure, et fermez ma main sur elle. Je la conserverai même dans la mort, et quand la chaleur aura abandonné mon cœur, alors prenez le petit lit sur lequel je serai morte, parez-le richement comme celui de la reine, ensevelissez-moi aussi comme elle dans ce que j'ai de plus précieux, et placez-moi sur cette couchette, qu'une litière soit toute prête pour me porter vers la rivière, ainsi qu'une barque drapée de noir. Je vais en cérémonie à la cour pour trouver la reine, alors sûrement je parlerai pour moi-même aussi bien qu'aucun de vous ne saurait le faire. Laissez donc notre vieux muet venir avec moi, il peut gouverner et ramer, il me guidera à la porte de ce palais. Point. Elle cessa de parler, son père fit la promesse demandée, là-dessus elle devint si joyeuse qu'on crut que sa mort gisait plutôt dans son imagination que dans son sang. Mais 10 longues matinées s'écoulèrent, la 11e, son père lui mit la lettre dans la main, la ferma, et elle mourut. Ce jour-là il y eut deuil dans Astola. Mais lorsque le premier soleil monta à l'horizon, suivi des deux frères, qui marchaient lentement la tête baissée, la funèbre litière passa comme une ombre à travers la campagne en plein été, vers le ruisseau où se trouvait la barque drapée, dans toute sa longueur, du plus noir samit. Le vieux muet, le loyal serviteur qui avait toujours vécu dans la maison, se tenait sur le pont les yeux pleins de larmes et les traits contractés. Les deux frères enlevèrent de la litière le corps de leur sœur et le placèrent sur le noir tillac, ils mirent en sa main un lit, suspendirent sur elle le fourreau brodé d'armoiries, baissèrent son front tranquille et lui dirent « Adieu, sûre, adieu pour toujours. » Point. Ils répétèrent « Adieu, chère sûre » et partirent tout en larmes. Alors se leva le vieux serviteur muet, et la morte conduite par lui s'avança avec la marée, le lit dans sa main droite, la lettre dans sa main gauche, ses brillants cheveux dénoués et flottants. Toute la couverture était de drap d'or tiré jusqu'à sa ceinture, elle-même était toute en blanc, sauf la figure, et cette figure aux traits sereins était belle, car elle ne semblait pas morte, mais profondément endormie, on eût dit qu'elle souriait. Ce jour-là, messire Lancelot demandait, au palais, audience à Genièvre pour lui remettre enfin le prix de la moitié d'un royaume, d'eau précieux difficilement gagné par des blessures et des coups, par la mort d'autrui et presque la sienne, les diamants pour lesquels on avait combattu 9 ans, ayant vu quelqu'un de la maison de la reine, il l'envoya à sa maîtresse présenter sa requête. La reine accueillit le messager avec une majesté si imposante qu'on eût pu la prendre pour sa statue, mais lui se baissant jusqu'à baiser les pieds de Genièvre avec le respect d'un serviteur loyal, il vit en regardant de côté l'ombre d'un lambeau de dentelle dans l'ombre de la reine se jouer sur les murs, et il partit en riant dans son cœur de courtisan. Dans le palais d'Arthur, du côté du midi, vers la rivière, se trouve un réduit tapissé de vignes.
Là l'entrevue eut lieu, et Lancelot s'agenouillant prononça ces paroles: Reine, dame, ma souveraine, vous dans laquelle j'ai placé ma joie, recevez ces joyaux, que je n'ai gagnés que pour vous, et rendez-moi heureux en faisant un bracelet pour le bras le plus rond qui soit au monde, ou un collier pour un cou auprès duquel le cou du cygne paraît plus brun que celui de son petit. Ce sont là des mots, votre beauté vous appartient en propre et je pêche en la vantant. Cependant permettez des mots à mon culte comme nous accordons des larmes au chagrin. Peut-être pouvons-nous pardonner tous les deux un pareil péché en parole, mais, ma reine, j'apprends qu'il circule des bruits à la cour. Le lien qui nous unit, n'étant pas celui du mariage, devrait donner lieu à une confiance plus absolue pour remédier à ce défaut. Laissez dire, quand est-ce qu'il n'a pas couru de bruit. Comme j'ai confiance que, dans votre noblesse, vous vous fiez à moi, je puis bien ne pas croire que vous y ajoutiez foi point. Les deux frères enlevèrent de la litière le corps de leur sûre, et le placèrent sur le noir tillac, elle tenait un lit à la main, et au-dessus d'elle était suspendu le fourreau brodé d'armoiries. Pendant qu'il parlait ainsi, la reine à moitié tournée arrachait une à une les feuilles de la vigne touffue qui ombrageaient la fenêtre, et les jetait à terre jusqu'à ce que l'endroit où elle se tenait fût ouvert. Quand elle eut fini, elle prit aussitôt les diamants d'une main froide et distraite, les mit de côté sur une table près d'elle et répliqua: Il se peut que je sois plus prompte à croire que vous ne pensez, Lancelot du Lac. Le lien qui nous unit n'est pas celui du mariage. Ce qu'il y a de bon en lui, quelque mauvais qu'il soit, c'est qu'il est plus facile à rompre. Pour vous j'ai pendant plusieurs années fait tort et injure à quelqu'un que, dans le plus profond de mon cœur, j'ai reconnu comme étant plus noble que vous. Qu'est-ce que cela? Des diamants pour moi. Ils auraient eu 3 fois leur valeur étant donnés par vous, si vous n'aviez pas perdu la vôtre propre. Pour un cœur loyal, la valeur de tous les dons doit varier suivant le donateur. Ces diamants ne sont pas pour moi, mais pour elle, pour votre nouveau caprice. Accordez-moi seulement ceci, je vous en prie, jouissez de votre bonheur à l'écart. Je ne doute pas qu'en dépit de votre changement, vous ne conserviez autant de bonne grâce, et moi-même je voudrais éviter de rompre ces liens de la courtoisie dans laquelle la femme d'Arthur se meut et règne, je ne puis donc exprimer ma pensée. Une fin à tout cela. Fin étrange. Cependant je l'accepte. Ajoutez, je vous en prie, mes diamants à ces perles, parez-la avec ses joyaux, dites-lui qu'elle m'éclipse, un bracelet pour un bras auprès duquel celui de la reine est desséché, ou un collier pour un cou, d'une plus belle, autant qu'une fois jadis sincère était plus précieuse que ces diamants, voilà pour elle, et non pour moi. Non vraiment, par la mère de notre Seigneur lui-même, pour elle ou pour moi, j'en ferai maintenant ma volonté, elle ne les aura pas. Disant cela, elle saisit les diamants et les lança par la fenêtre, grande ouverte à cause de la chaleur. Ils étincelèrent en tombant et frappèrent l'eau. Du sein des flots ainsi touchés s'élevèrent d'autres diamants comme pour venir à leur rencontre, et ils disparurent. Alors pendant que messire Lancelot se penchait sur le bord de la fenêtre, à moitié dégoûté de l'amour, de la vie, de toutes choses, juste sous ses yeux et à travers l'endroit où les diamants étaient tombés, passa lentement la barque où la blanche fille d'Astola était couchée, souriante comme une étoile dans la plus sombre nuit. Mais la reine furieuse, qui n'avait rien vu, sortit précipitamment pour pleurer et se lamenter en secret, et la barque glissant vers la porte du palais, s'arrêta. Là se tenaient 2 hommes d'armes qui en gardaient l'entrée. Ajoutés, échelonnés tout le long de l'escalier de marbre, des bouches béantes et des yeux qui semblaient questionner, mais les traits effarés du batelier, durs et mornes comme la figure que l'œil de l'imagination voit dans les roches brisées sur quelque montagne escarpée, tout cela les effraya, et ils dirent: Il est enchanté et muet. Pour elle, voyez comme elle dort. Ce doit être la reine des fées, elle est si belle.
Oui vraiment, mais combien elle est pâle. Qui sont-ils? Sont-ils en chair et en os? Où sont-ils venus pour emmener le roi dans la terre des fées? Car certains prétendent que notre Arthur ne peut mourir, mais qu'il passera dans ce pays-là point. Pendant qu'il causait ainsi, le roi parut escorté par des chevaliers. Alors le muet, qui était tourné de profil, se montra de face et se leva, il indiqua du doigt la damoiselle et la porte. Arthur donna l'ordre au doux sire Perceval et au pur sire Guélered de lever la jeune fille, et ils la portèrent avec respect dans la salle du palais. À ce moment le beau Gauvin se présenta et s'émerveilla en la voyant. Plus tard vint Lancelot, et il rêva auprès d'elle, enfin la reine elle-même arriva et se sentit émue de pitié, mais Arthur apercevant la lettre dans la main de la jeune fille, se baissa, prit l'écrit, brisa le sceau et lut, ce fut tout. Très noble seigneur, messire Lancelot du Lac, moi, appelé quelquefois la damoiselle d'Astola, je viens ici vous faire mes derniers adieux, car vous m'avez quitté sans prendre congé de moi. Je vous aimais, et mon amour n'a point été payé de retour, c'est pourquoi mon sincère attachement a été ma mort, et voilà pourquoi à Notre-Dame Genièvre et à toutes les autres dames je porte mes plaintes. Priez pour mon âme, et accordez-moi la sépulture. Prie aussi pour mon âme, messire Lancelot, aussi vrai que tu es un chevalier sans père point. Il lut ainsi, et toujours pendant cette lecture seigneurs et dames pleuraient, promenant leurs regards de la figure du roi à celle qui reposait silencieuse, et parfois ils allaient jusqu'à croire que les lèvres qui avaient dicté la lettre remuaient encore. Alors messire Lancelot parlant avec franchise à rassembler, dit, mon souverain seigneur Arthur, et vous tous qui m'entendez, sachez que la mort de cette noble fille m'accable de douleur, car elle était bonne et sincère, mais elle m'aimait plus que femme que j'ai jamais connue. Cependant être aimé ne fait pas qu'on aime à son tour, surtout à mon âge, quoi qu'il en soit dans la jeunesse. Je jure par ma foi et par ma qualité de chevalier, que je n'ai rien fait, au moins volontairement, pour provoquer un pareil amour. J'appelle en témoignage mes amis, ses frères et son père, qui lui-même m'a supplié d'être brusque et froid et d'employer, pour éteindre sa passion, quelque manquement contraire à ma nature. J'ai fait ce que j'ai pu, je l'ai quittée sans prendre congé d'elle. Si j'eusse pu croire que la damoiselle mourrait, je me serais ingénié pour la sauver d'elle-même point. Alors la reine dit, sa colère était une mer bouillonnant encore après la tempête, vous auriez dû au moins, beau sire, lui faire la grâce de la sauver de la mort point. Il leva la tête, leurs yeux se rencontrèrent, et la reine baissa les siens quand il ajouta, « Reine, elle n'aurait été contente que lorsque je l'aurais épousée, ce qui ne pouvait être. Elle me demanda de pouvoir me suivre à travers le monde, cela ne pouvait pas être non plus. Je lui dis que son amour n'était qu'un éclair de jeunesse qui s'éteindrait, pour se changer ensuite en une flamme plus tranquille envers quelqu'un plus digne d'elle, qu'alors si son fiancé était pauvre, je les doterais d'un vaste domaine et d'un territoire dans mon propre royaume au-delà des détroits, pour les tenir dans une heureuse situation. Je ne pouvais faire mieux, mais elle refusa et mourut point. Il lut ainsi, et toujours pendant cette lecture seigneurs et dames pleuraient promenant leurs regards de la figure du roi à celle qui reposait silencieuse. Quand il eut cessé de parler, Arthur répondit, « Ô mon chevalier, ce sera votre honneur, comme tel, et le mien comme chef de notre table ronde, de veiller à ce qu'elle soit dignement enterrée point. » Vers sa chapelle, la plus riche qui fut alors dans le royaume, Arthur, suivi du cortège de sa table ronde et de Lancelot, triste contre son habitude, marchait lentement pour assister aux obsèques de la jeune tille. Elles n'eurent point lieu simplement comme pour une inconnue, elles furent magnifiques, comme pour une reine, avec messe et musique sonore. Lorsque les chevaliers eurent déposé sa belle tête dans la poussière des rois à moitié oubliés, Arthur leur parla ainsi,
que sa tombe soit luxueuse et que l'on y voie son image, l'écu de Lancelot sculpté à ses pieds et son lit dans sa main, que l'histoire de son douloureux voyage soit, pour tous les cœurs loyaux, gravée sur sa tombe en lettres d'or et d'azur. Cet ordre fut plus tard exécuté, mais, pour le moment, quand seigneurs, dames et peuples, s'écoulant par les grandes portes, sortirent en désordre comme pour rentrer chacun chez soi, la reine, observant sire Lancelot qui s'était retiré à part, s'approcha et soupira en passant, « Lancelot, pardonne-moi, mon amour était jaloux point. » Il répondit les yeux baissés, « C'est la malédiction de l'amour, allez, ma reine, vous êtes pardonnée point. » Mais Arthur, qui vit le front rembruni du chevalier, s'approcha de lui, et, avec la plus grande affection, lui jeta son bras autour du cou et lui dit, « Lancelot, mon Lancelot, toi que j'aime le mieux et en qui j'ai le plus de confiance, car je sais ce que tu as été dans les combats à mes côtés, et maintes fois je t'ai vu dans les tournois renversant les chevaliers vigoureux et longuement éprouvés, laissant aller les plus jeunes et les moins habiles gagner de l'honneur et se faire un nom. J'ai aimé ta courtoisie et ta personne, car tu es un homme fait pour être aimé. Mais maintenant je voudrais pour tout au monde, car la foule ignorante dit d'étranges choses de toi, que tu eusses pu aimer cette jeune fille formée, à ce qu'il semble, par Dieu pour toi seul, et, d'après sa figure, si fou peut juger les vivants par les morts, délicatement belle, qui aurait pu te donner, à toi maintenant solitaire, sans femme et sans héritier, une noble postérité, des fils nés pour la gloire de ton nom et de ta réputation, mon chevalier, le grand sire Lancelot du Lac Point. Lancelot répondit alors, elle était belle, ô mon roi, pure autant que vous puissiez le désirer pour vos chevaliers. Douter de sa beauté eût été manquer Dieu, et pour douter de sa pureté il eût fallu n'avoir pas de cœur. Oui, en vérité, elle avait tout ce qu'il fallait pour être aimée, si ce qui est digne de l'amour pouvait le lier, mais l'amour veut être libre et sans chaîne. L'amour libre avec de pareils lieux serait le plus libre, dit le roi. Que l'amour soit libre, c'est pour le mieux. Après le ciel, de ce triste côté de la mort où nous sommes, que pourrait-il y avoir de meilleur qu'un amour aussi pur revêtu d'une beauté non moins pure? Cependant elle n'a pu réussir à te captiver quoiqu'étant, je le crois, encore libre et noble, je le sais point. Lancelot ne répondit rien, mais il sortit, et à l'endroit où un petit ruisseau se perdait dans la rivière, il s'assit dans une anse et regarda l'eau qui serpentait. Lancelot ne répondit rien, mais il sortit et à l'endroit où un petit ruisseau se perdait dans la rivière, il s'assit dans une anse et regarda l'eau qui serpentait, il leva les yeux et vit la barque qui avait apporté Hélène descendant au loin comme une tache noire sur les flots, et il se dit tout bas, « Ah! Simple et doux cœur, vous m'aimiez, damoiselle, sûrement d'un amour plus tendre que celui de la reine. Priez pour ton âme. Oui, je le ferai. Adieu aussi, maintenant enfin. Adieu, beau lit. La jalousie dans l'amour. Ne serait-ce pas plutôt l'orgueil jaloux, le rude héritier de l'amour qui il est plus? Reine, si je vous accorde la jalousie comme étant de l'amour, votre crainte croissante pour le nom et la réputation ne parlerait-elle pas, à mesure qu'elle augmente, d'un amour qui décroît? Pourquoi le roi a-t-il insisté sur mon nom? Mon nom me fait rougir, ressemblant à un reproche, Lancelot que la dame du lac enleva à sa mère, comme l'histoire le rapporte. Elle chantait des lambeaux de mystérieuses chansons qui se faisaient entendre sur les eaux tortueuses, et, soir et matin, me donnait des baisers en me disant, « Tu es beau, mon enfant, comme le fils d'un roi », et souvent elle me portait dans ses bras en marchant sur la sombre mare. Que ne m'eût-elle noyé, quoi qu'il en lui. Car qui suis-je? Quel avantage retirais-je de mon nom du plus grand des chevaliers? J'ai combattu pour l'obtenir, et je l'ai. Aucun plaisir à l'avoir, mais de la peine à le perdre. Il est maintenant devenu une partie de moi-même, mais à quoi sert-il?
à rendre les hommes pires en divulguant ma faute, ou à faire paraître moindre le péché, et le pécheur paraissant grand. Quoi malheur pour le grand chevalier d'Arthur qu'il ne soit pas un homme selon son cœur. Il me faut rompre ces liens qui ternissent ainsi mon renom, non pas sans qu'elle le veuille. Le voudrais-je si elle le voulait? Qui sait? Mais si je ne le voulais pas, puisse Dieu, je l'en prie, envoyer sur-le-champ un ange pour me prendre aux cheveux, m'emporter bien loin, dans cette mare oubliée et me plonger parmi les débris tombés des montagnes. Ainsi murmura messire Lancelot dévoré de remords, ignorant qu'il mourrait un jour en état de sainteté. Fin d'Hélène. Liste des illustrations. Place 1. Et la morte conduite par lui s'avança avec la marée, le lit dans sa main droite, la lettre dans sa main gauche. Place 2. La couronne, en tombant, roula sur un point éclairé, et, tournant sur elle-même, glissa comme un ruisseau brillant dans la mare. Place 3. Jusqu'à ce qu'il suivit une ornière faiblement ombragée, qui, comme une chaîne, allait parmi les vallées aboutir au château d'Astola. Là, il vit à l'ouest une lumière qui en annonçait au loin les tours sur une hauteur. Place 4. Il parla et se tut. La jeune Hélène au teint de lis, gagnée par la voix mélodieuse qu'elle entendait avant d'avoir regardé, leva les yeux et lut sur les traits de Lancelot. Place 5. Il regarda, et plus étonné que si cet homme se fût attaqué à lui, il vit la jeune fille debout dans la clarté du matin. Place 6. Hélène se leva alors, prit sa course à travers les champs. Ainsi, jour par jour, elle passait et repassait comme un fantôme dans l'un et l'autre crépuscule. Place 7. Les deux frères enlevèrent de la litière le corps de leur sûre, et le placèrent sur le noir tillac. Elle tenait un lit à la main, et au-dessus d'elle était suspendu le fourreau brodé d'armoiries. Place 8. Il lut ainsi, et toujours pendant cette lecture seigneurs et dames pleuraient promenant leurs regards de la figure du roi à celle qui reposait silencieuse. Place 9. Lancelot ne répondit rien, mais il sortit, et à l'endroit où un petit ruisseau se perdait dans la rivière, il s'assit dans une anse et regarda l'eau qui serpentait. Asterisk 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 end of the project Gutenberg ebook Hélène asterisk 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 updated editions will replace the previous one, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work,
or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale licence available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1
The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase project Gutenberg appears, or with which the phrase project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.E.2 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.3 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.E.1. 1.E.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing,
copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commerciale works unless you comply with paragraphe 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commerciale works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commerciale license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commerciale works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg symbol marque commerciale works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the project Gutenberg symbol marque commerciale collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, and any other party distributing a project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation,
the trademark owned, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501 c3 educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Fondation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org.
This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commercial, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. Hélène par Alfred Tennyson. Poème traduit de l'anglais par Francisque Michel. Les dessins de Gustave Doré. Napoléon III. Hélène. Fin d'Hélène. Liste des illustrations. The Full Project Gutenberg licence.